Salut à tous, aujourd'hui on va étudier cette petite peinture et on va se servir de ça comme excuse pour étudier un protocole de création qui va te permettre de réussir tes peintures quasiment tout le temps. Faire une peinture comme ça, c'est un peu comme un parcours du combattant. Il y a plusieurs étapes avec plusieurs compétences nécessaires dans chacune de ces étapes différentes. Donc t'inquiète pas, on va aller au travers de chacune des étapes, mais la règle du jeu, le but du jeu, c'est de ne pas se presser dans chacune des étapes et d'être sûr d'avoir d'une certaine façon confirmé, validé l'étape d'avant. Abonne-toi à la chaîne si c'est pas fait et puis c'est parti. Sans surprise, la première étape pour s'assurer le succès, c'est le dessin. Dans ce cas précis, je suis en train de peindre l'étude d'un morceau de peinture de Hubert Robert. Je vais prendre quelques libertés avec, mais on peut clairement voir la copie. La première chose à faire quand tu dessines, surtout quand tu dessines pour peindre par-dessus, c'est d'effacer de ton esprit tous les détails que tu peux voir et de te concentrer sur les masses des objets les plus gros. Comme tu peux voir sur l'écran, tu peux voir une grosse masse bleue derrière moi, une masse un peu rose-orange pour mon visage, pour mes bras également, et surtout tu ne veux pas t'attarder pour le moment sur les détails des tatouages, etc. Tout ça, c'est plus tard que tu le fais. Donc là, c'est pareil, je vais simplement décider de où est-ce que je place mes formes les plus grosses pour que la composition de ma peinture soit harmonieuse. Ensuite, un des éléments absolument clés lorsqu'on fait de la peinture, et particulièrement de la peinture un peu paysage, c'est la perspective linéaire. Est-ce que c'est 1 point, 2 points, 3 points, 5 points même éventuellement? Et ça, il faut que tu comprennes que la perspective et le type de perspective que tu vas choisir, ça n'a rien à voir avec le type d'objet que tu es en train de faire. N'importe quel objet peut être dans n'importe quelle perspective, ça dépend de ton point de vue sur ce dernier en fait. Si tu es attiré par l'art classique comme Hubert Robert par exemple, ou comme la Hudson River School, Albert Bärstadt, etc., sache que 90% du travail c'est du 1 point de fuite. Éventuellement dans l'art classique on a aussi du 2 points de fuite et extrêmement rarement on va peut-être avoir une illustration à 3 points. Donc là dès le début de cette étude, ce que je vais savoir c'est qu'il s'agit d'une peinture à 1 point de fuite. Et même si je le trace pas et que je fais pas de ligne de perspective, je sais quand même où il est et je le visualise, je le prends en compte lors de ma création du dessin. Une fois que tu as trouvé ta perspective et les formes les plus grosses, et c'est là où tu vas pouvoir commencer à aller dans des formes et des volumes légèrement plus petits, toujours sans te soucier d'aucun détail. Tu pars de la masse générale et petit à petit, tu vas du grand au petit. Il va falloir que tu sois à l'aise avec l'idée de manipuler des volumes simples en cohérence les uns avec les autres. Par exemple, une tête de cheval simplifiée sur un cou de cheval simplifié, qui lui-même est sur un corps simplifié, qui est sur un socle, qui lui-même est sur une base et autour duquel il va y avoir peut-être une animation. Néanmoins, dans un premier temps, tu veux vraiment garder ça comme des volumes le plus simples possible. Ça va te faciliter la tâche en fait, et c'est ça à l'avenir qui va te permettre aussi de pouvoir faire des dessins plus complexes d'un seul coup. Bien sûr, il ne faut surtout pas hésiter à gommer et à refaire, et si tu sens que tu as trop de lacunes, pose ta peinture, prends une feuille, prends un crayon, recopie et puis apprends à dessiner. Donc si par exemple tu es intéressé à l'idée de faire des peintures un peu à la Hubert Robert, un peu comme ça, prends le temps d'étudier le cheval indépendamment de tout le reste. Prends le temps d'étudier le vieil homme avec son bâton indépendamment, les plis du tissu. Prends le temps de tout disséquer, de tout séparer et d'étudier chaque chose en individualité. Parce que si tu te lances dans un truc comme ça qui est trop compliqué, eh bien tu vas juste pas y arriver, tu vas te démoraliser. Donc il faut faire des steps réalistes, on va dire. D'ailleurs, c'est exactement la raison pour laquelle moi j'ai décidé de faire qu'une seule partie de la peinture de Hubert Robert. Je considérais que l'ensemble de la peinture était trop compliqué, trop difficile pour moi. Je me suis dit que pour m'imprégner du talent et de ce que cette personne-là pouvait m'apprendre, il valait mieux séquencer, prendre des petites parties et faire des petites études indépendantes les unes des autres avant d'être capable de pouvoir recopier une œuvre entière ou de faire ses propres œuvres de mon propre chef. Et bien sûr, avant ça, j'ai étudié les chevaux, les humains, la perspective, les blocs, la perspective atmosphérique, tout ce qu'il faut savoir indépendamment pour ensuite pouvoir le relier et faire sa propre machine. Je vais faire en sorte aussi qu'il y ait une histoire qui soit racontée. Il y a un petit monsieur sur la droite qui est en train de peindre le décor. Il y a aussi un monsieur juste sous la grande statue qui donne un petit côté éloquent à la scène. On dirait qu'il pointe quelque chose à quelqu'un d'autre. Il y a une communication entre les personnages et moi c'est ça que je trouve intéressant. Une fois que toute cette partie de dessin est faite, surtout te presse pas, prends le temps, prends une journée ou deux pour y réfléchir, etc. Reviens à ton dessin, c'est pas du tout un problème. Maintenant, de façon à ce que mon dessin au crayon parte pas lorsque je vais attaquer la peinture, je vais repasser avec un stylo feutre. Donc c'est juste un stylo feutre, un stylo encre avec lequel je vais passer partout mes lignes en fait et ensuite je vais pouvoir gommer mon crayon et ça va me permettre lorsque je peins ensuite que mon crayon parte pas et que je me retrouve pas en galère sans avoir mon gabarit en dessous. Une autre chose extrêmement importante que là j'ai pas vraiment eu besoin de noter compte tenu du fait que ce soit une étude de quelqu'un d'autre, c'est de pouvoir définir dès le début le plus vite possible quelles sont les zones qui vont être à la lumière et quelles sont les zones qui vont être à l'ombre. Maintenant, on attaque la partie la plus intéressante, c'est clair et net, la peinture. Donc pour la peinture, je vais juste avoir un pinceau plat relativement doux, du marron terre brûlée et un médium composé de 50% de liquin et puis de 50% d'essence de pétrole. Le but ici, ça va être de faire une pré-couche de ta peinture tonale avec ce marron parce qu'il va aussi t'apporter une vibration, une couleur chaude qui va très bien en plus là avec l'univers de Hubert Robert. Donc je vais juste badigeonner partout quelque chose d'assez transparent, de relativement foncé et petit à petit commencer à repérer toutes les zones de foncé et travailler pour le moment que avec du marron
et du médium. Je vais faire en sorte de tout couvrir et je vais faire en sorte de pas du tout cacher mes lignes. Il est vraiment très facile quand tu as fait un joli dessin de tout pourrir parce que tu mets trop de peinture trop vite en fait. Donc moi j'ai envie de faire en sorte que toutes mes formes et que tout mon dessin reste beau du début jusqu'à la fin de ma peinture. Ça veut dire que pour le moment en tout cas, je vais vraiment faire en sorte que mon dessin soit toujours apparent. Je vais travailler comme ça, juste avec du médium et du marron pendant peut-être 1 heure ou 2, mais ça vraiment, ça va dépendre de la taille de ta peinture et du type de support que tu es en train d'utiliser. Là, on peut voir que ma peinture, elle glisse pas beaucoup, qu'elle reste accrochée, et ça, c'est dû au fait que ce soit sur du papier. Si tu peins sur du bois lisse, comme ce que j'ai derrière moi, tu vas avoir beaucoup plus de difficultés, ça va beaucoup plus glisser, tu risques d'avoir besoin d'estomper la peinture, etc. C'est encore un peu différent. Néanmoins, dans l'approche et dans la structure du processus, c'est exactement pareil. Tu prends du marron, tu prends du médium, et puis tu le badigeonnes et tu fais en sorte de gérer tes valeurs comme ça dans un premier temps. À ce stade de la peinture, se soucier des détails serait vraiment une erreur. Donc garde-toi bien loin des éléments trop petits et fais en sorte de plisser les yeux assez souvent pour vérifier que tes masses de foncé et de clair se ressentent correctement. Et là, à mon avis, ça va être un peu lent, donc il va falloir faire preuve d'un peu de patience. Maintenant, dans cette même séance de peinture, si ta peinture est assez petite pour te le permettre, on va appliquer du blanc. Pour ce blanc, je vais utiliser du blanc de titane. C'est un blanc puissant, opaque, qui va me permettre plusieurs choses. D'abord, il va me permettre de faire jaillir ma lumière là où j'ai envie qu'elle jaillisse. Ce blanc-là va aussi me permettre de rajouter une opacité à la peinture. On va plus avoir ce côté transparent, translucide et tout. Ça va au contraire, ça va opacifier, ça va solidifier la couche de peinture. Si tu as envie, là je ne l'ai pas fait, mais tu peux tout à fait le faire, tu peux commencer à travailler un petit peu certains effets de matière. Et même si je mélange du blanc et du marron, ça va désaturer ma couleur, parce que le marron en transparence paraît très lumineux. Une fois que je le coupe avec du blanc, il va paraître beaucoup plus gris. Et donc je peux quand même faire des teintes marron plus blanc pour les zones qui sont pas à la lumière, pour les zones qui sont foncées, juste pour leur ajouter de l'opacité. Néanmoins, là, c'est pas tellement l'objectif. Dans un premier temps, ce qu'on veut, c'est noter les zones qui sont frappées par la lumière. Ça, c'est vraiment le maître mot. N'hésite pas à mettre les blancs les plus blancs sur les zones que tu considères comme étant le point focal, et c'est pas très grave si tu fais des choses qui sont parfois trop blanches et tout, ne t'en fais pas. Ce qui compte, c'est juste de pas en étaler partout, de se focaliser sur les zones de lumière, et puis si c'est trop blanc, c'est pas grave, puisqu'ensuite avec des couches de glacis et puis le retravail qu'on fera sur les autres séances, on va toujours pouvoir réarranger tout ce genre de petites erreurs. Donc comme tu peux voir avec le produit fini, avec la peinture terminée, un petit peu de loin, comme ça permet de prendre du recul, et bien tu vas voir que les zones les plus blanches en fait sont tout au long de cette arête ici, sur le cheval et sur le personnage là-haut. Et ici, on va avoir des variations de couleurs qui vont aussi nous servir de nous balader à l'intérieur de la peinture. Ce que tu peux voir aussi de façon claire, c'est que les zones qui sont à la lumière derrière, comme cette petite arête de blanc, cette arête de blanc là, et puis les pylônes qui sont derrière, sont beaucoup moins lumineux que le cheval et que la tête du personnage. Est-ce que dans la réalité ça serait comme ça? C'est pas sûr du tout. En revanche, là dans une peinture, le but ça va être d'orienter aussi l'œil du spectateur là où tu as envie qu'il soit. C'est pour ça que tu fais une hiérarchisation des valeurs au cours de ta peinture, de façon à ce que l'œil du spectateur soit là où toi tu as envie qu'il soit. Si par exemple par erreur ou par décision, ça aurait pu être le cas aussi, pourquoi pas, j'avais fait des blancs moins puissants ici et des noirs moins puissants ici et que le fond avait été plus noir et plus blanc en même temps, ça aurait enlevé un petit peu l'attention de ces personnages et ça aurait rajouté l'attention sur le fond là. Bon, là c'était pas mon objectif, on est d'accord. Maintenant, normalement que tu as terminé cette étape-là, tu en es au moins à 2 jours de travail. Une journée pour le dessin, ça prend du temps, et puis une journée pour marron et blanc. Ce processus de marron et de blanc, tu peux le continuer pour tant de couches que tu désires. Une chose qui est extrêmement importante à savoir, c'est de comprendre que les zones de lumière et les zones d'ombre appartiennent à 2 familles complètement différentes en matière de valeur. Il faut aussi comprendre que la lumière réagit comme des balles rebondissantes qui perdent leur intensité à chaque fois qu'elles rebondissent, et en particulier quand elles rebondissent sur quelque chose de foncé. Donc il est important de comprendre la réaction de la lumière dans l'espace, d'un point de vue physique on va dire, pour pouvoir savoir où est-ce qu'elle va, où est-ce qu'elle va pas, et de fait tout ce qui va te paraître très clair ou très foncé. Donc recopier c'est super, mais comprendre la façon dont les éléments bougent et en faire vraiment quelque chose que ensuite tu vas intégrer, c'est ça qui va te permettre d'avoir ensuite toi ta propre liberté et te permettre de t'exprimer toi-même. Alors maintenant que j'ai passé 2 séances à gérer seulement mes valeurs avec mon marron et mon blanc, je vais passer un glacis de colorisation grâce à du terre naturel, donc c'est un genre de jaune assez désaturé, plutôt transparent, et ça va donner dans l'ensemble une belle teinte dorée à ma peinture. Ensuite, je vais venir coloriser mes personnages grâce à des glacis de couleurs sur eux aussi, que ce soit du vert, du bleu, du jaune, du rouge, juste histoire qu'ils aient des vêtements qui aient des couleurs différentes, mais toujours en transparence pour le moment. Et au fur et à mesure, je vais retravailler mes foncés là où j'en ai besoin, et puis rajouter des glacis peut-être parfois plus colorés sur le devant, sur la zone focale. Et au fur et à mesure que tu vas faire ces glacis de rouge, de jaune sur des zones de blanc, par exemple, des zones de lumière que tu avais déjà fait avant, tu vas foncer ces zones. Donc à la fin de ta séance, tu vas vouloir revenir avec des rayons de blanc
pour pouvoir refaire jaillir la lumière à nouveau. Et de cette façon, entre tes couches de glacis, d'ambiance, de couleur et les moments où tu vas rehausser les noirs, rehausser les blancs, tu vas petit à petit augmenter la qualité du rendu de ta peinture et petit à petit affiner, corriger, embellir tout ce qui doit être fait. Maintenant pour les couleurs, que ce soit pour les vêtements, les changements de température d'une zone à une autre, etc. Moi j'aime bien faire des glacis. Donc parfois un glacis ne suffit pas. Par contre 1, 2, 3, 4 ou 5 glacis peuvent te donner une couleur vraiment très vive. Si tu as envie de recouvrir l'entièreté de ta peinture à 100% ou à 40% ou comme tu veux mais avec de la pâte opaque, tu peux tout à fait le faire, il n'y a aucun problème avec ça. Moi je le fais sur certains endroits de la peinture et sur d'autres endroits je le fais pas. Je le décide pas vraiment au préalable, mais disons qu'il y a des moments qui sont plus opportuns que d'autres pour utiliser cette technique ou pas. Donc sens-toi libre de mélanger transparence et opacité, sens-toi libre de mélanger glacis, pâte pleine, texture, pas texture comme tu en as envie. Toutes ces techniques là en fait c'est simplement des outils et ça sert à rien de s'enfermer dans un style ou dans un autre, c'est vraiment pas quelque chose qui va t'apporter beaucoup de liberté. Si tu maîtrises toutes ces choses là et tu arrives à les cumuler, c'est là où tu vas pouvoir t'exprimer le plus librement et puis être un artiste, c'est ça, c'est être libre. Donc l'objectif c'est un peu ça, tu maîtrises toutes ces petites techniques et tu les cumules de façon à toi être le plus libre possible. Un petit peu comme si tu apprenais une nouvelle langue, tu as envie d'être bilingue, tu as envie de maîtriser les subtilités de la langue que tu es en train d'essayer d'apprendre. Et là c'est pareil avec la peinture, c'est un langage à part entière. Et puis en comprenant un petit peu toutes les facettes et en piochant tout ce qu'il y a d'intéressant un petit peu partout, c'est là où toi tu vas pouvoir avancer avec beaucoup d'efficacité. Alors tu vois, maintenant je vais placer un glacis blanc et gris-bleu finalement. Et ça va me permettre de reculer toute la partie du fond. Sur la peinture originale, c'est pas comme ça, mais là je me permets de réinterpréter un petit peu ma perspective atmosphérique pour que ce soit en cohérence avec ma peinture et non pas que ce soit simplement une copie. Donc là on voit bien qu'en étalant ce glacis qui est assez léger, mais finalement sur les colonnes et sur le fond, ça va bien tout reculer. Ça va atténuer mes foncés, ça va atténuer mes clairs aussi, ça va donner un aspect un peu plus laiteux, un peu plus distant. Et ça va de fait m'aider à mettre en valeur ma statue, puisque je vais reculer tout ce qu'il y a autour. Bon, on arrive un petit peu au moment des finitions. Maintenant, en fait, ce qu'il va falloir comprendre, c'est que les finitions, ça prend du temps. Et c'est pas forcément des séances de 2 heures. N'hésite pas à faire des petites séances de peinture de 10 minutes, de 15 minutes, de 30 minutes. Rajouter un peu de matière, rajouter un peu de glacis, comme j'ai dit avant. Peu importe la méthode que tu utilises, tant que tu embellis ton résultat. Donc prends le temps, utilise un pinceau plus petit et puis focalise-toi un peu plus sur les détails, c'est vraiment un moment très agréable. Tu vois là avec du blanc et puis une couleur beaucoup plus lumineuse, je vais venir juste rajouter des petits détails un petit peu partout. Et c'est vrai que ça va rajouter une brillance qui est vraiment sympa, qui est difficile à avoir autrement. Dans ce genre de moment, quand tu es à la fin, tu vas vraiment comprendre pourquoi il faut éviter de mettre du blanc pur trop vite dès le début. Parce que justement, tu vas pouvoir garder tes tonalités les plus puissantes pour le dernier moment. Et c'est là que tu vas pouvoir faire jaillir toutes tes surbrillances et tout. Donc il faut prendre les choses dans l'ordre et puis il y a une raison pour ça. De la même façon, avec ce petit pinceau, je vais venir avec une tonalité foncée pour retravailler mes valeurs dans les foncés sur mon premier plan et partout j'en aurai besoin. Et c'est exactement pour la même raison qu'il va falloir éviter de mettre des valeurs trop foncées trop vite dès le début. C'est justement pour pouvoir se permettre ensuite d'améliorer à nouveau et de nouveau rajouter de la perspective atmosphérique, de la profondeur et du modelé à toutes les formes que tu auras peintes avant. Donc tu vois, je viens détailler un petit peu partout, même dans mes zones qui ne sont pas frappées par la lumière. Et l'avantage c'est que puisque tu sais au préalable quelles zones sont frappées par la lumière et quelles zones ne le sont pas, tant que tu respectes le groupe de valeurs dans lequel tu es, tu peux pas vraiment prendre de risques en fait, tu peux pas te planter. Et ensuite globalement il n'y a plus qu'à répéter ce type d'opération, ce type de logique, autant que nécessaire pour approfondir ses foncés, éclaircir ses lumières, faire des glacis d'ambiance, refaire jaillir des lumières, etc. J'ai passé un glacis de jaune oxyde avec un petit peu de rouge oxyde sur le cheval et la lumière du personnage, et maintenant avec un pinceau encore plus petit que tout à l'heure, je vais revenir avec du blanc mélangé avec un petit peu de jaune oxyde, donc ça va être une couleur extrêmement claire et lumineuse, et refaire jaillir à nouveau tous mes petits points de lumière. À chaque fois que tu repasses un glacis, tu caches en partie ce que tu avais fait avant, mais finalement ça transpire au travers, et donc il suffit en fait à chaque fois d'affiner encore un petit peu plus ses formes, sans avoir à tout repeindre d'une certaine façon, et c'est pour ça en partie que c'est vraiment super de faire des glacis. Maintenant, on va faire un glacis rouge sur le vêtement du mec de devant. Et en fait, tes glacis, si tu veux, plus tu vas les faire, plus ils vont devenir puissants. Donc si par exemple tu fais un premier glacis rouge sur une tunique qui était marron ou noire, tu vas pas voir énormément de différence. Par contre, le deuxième glacis de rouge que tu vas faire, puisque ta sous-couche elle est rouge, en fait ça va suramplifier le rouge qui était déjà avant. Donc en fait la puissance des glacis devient exponentielle au fur et à mesure que tu les fais. C'est pour ça que si tu trouves qu'ils sont pas très puissants dès la première couche, t'inquiète pas, passe-en 2-3 des couches et tu vas voir ça va devenir très puissant. Si tu vois que ta peinture il y a beaucoup de couleurs, qu'il y a plein de trucs et tout, mais qu'au final il y a quelque chose qui se ressent pas très bien dedans, tourne-la en noir et blanc. Et normalement, ta peinture en noir et blanc, elle doit se ressentir nickel. Il ne doit pas y avoir de problème dans le sens où la lisibilité de ta peinture, la perspective atmosphérique,
la taille des objets par rapport à d'autres, les lumières, les ombres, etc. Tout ça, ça ne doit pas prêter à confusion. Et c'est une des raisons pour lesquelles, d'abord, avant d'appliquer toutes les couleurs et tout, on fait une brunaille, on fait une grisaille, et ensuite on applique la couleur. Néanmoins, on a la chance de pouvoir se servir d'une technologie puissante avec nos téléphones et tout. Donc une photo en noir et blanc, tu montes ou tu descends le contraste, tu vois un petit peu ce que tu veux faire. À 90% du temps, tu prends une photo de ta peinture, tu montes le contraste dessus et tu vois à peu près ce qu'il va falloir faire au prochain pas. Ensuite, avec le temps, tu n'auras plus besoin de faire ça, c'est tes yeux qui vont s'habituer, c'est tes yeux qui vont s'aiguiser en fait. Mais au début, c'est certain que comparer les valeurs, voir si une couleur est trop vive, pas assez vive et tout, c'est très difficile, il y a beaucoup de paramètres et c'est la raison pour laquelle on séquence chacune des étapes de notre peinture avec à chaque étape des techniques différentes qu'il va falloir maîtriser, c'est justement pour s'assurer le succès à la fin, sur le résultat final. Et qu'à la fin, par exemple, lorsque tu appliques les couleurs, les détails et puis les dernières petites touches, tu n'es plus à te soucier de la question du dessin, tu n'es plus à te soucier de la question du noir et blanc, de la perspective atmosphérique et tout. Ça a déjà été fait, ça a déjà été décidé à un moment où tu n'avais pas à te soucier des détails. Tu vois ce que je veux dire? Penser à tout en même temps, c'est accessible que pour les prodiges et puis les gens qui ont 50 ans d'expérience. Et finalement, c'est comme tout dans la vie en fait. Quand tu veux maîtriser un savoir-faire ou quoi que ce soit, en fait, il y a plusieurs trucs à savoir et chacun de tes savoirs va être utile à différentes étapes de ta création. Bon voilà, c'était intense. Moi, la peinture, en tout, elle m'a pris à peu près 15-20 heures à être fait, je pense. Donc, ça vraiment prend le temps et tout. Il y a beaucoup de peintres qui se demandent pourquoi ils font pas de très beaux résultats et au final, ils ont passé 2 ou 3 heures sur une peinture. Bah oui, mon pauvre, mais si tu passes 2 heures sur une peinture, tu vas pas faire grand chose de fou. Donc voilà, c'est long, c'est normal et puis ça fait vraiment partie du truc. Donc en attendant la prochaine vidéo, amusez-vous bien, peignez comme des fous, dessinez tout le temps et puis à la prochaine, ciao.